Bonjour à tous et bienvenue pour cet autre direct en cette semaine de la santé mentale. Je vous le rappelle, on va accueillir aujourd'hui Christophe Niaud pour nous parler de cohabiter avec son partenaire en temps de pandémie. Comme toujours, je vous laisse le petit lien du professionnel en dessous. Il est épinglé, je vous le rappelle. Pour ceux qui souhaitent l'avoir en message privé, n'hésitez pas, je vous l'envoie également aussi en message privé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser lors du live ou directement aussi en story. Je rappelle, je vous ai mis le petit widget où vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez aux professionnels. Je les pose après dans la seconde partie du live. Je vous rappelle que vous êtes sur psychologue.net. Vous êtes avec Charlotte Ferrari. Je suis la community manager de psychologue.net. Et je donne la parole donc aux professionnels sur divers sujets. Aujourd'hui, c'est l'amour et la vie de couple. Donc on va en savoir plus bientôt sur comment cohabiter avec son partenaire en temps de pandémie. Et pour cela, on va accueillir Christophe Niaud. Alors, on se connecte avec Christophe. Bonsoir Christophe, est-ce que tu m'entends? Bonsoir Charlotte, oui, moi je t'entends en tout cas. Super, oui, moi aussi, impeccable. Merci d'avoir accepté de réaliser ce live avec nous en cette semaine de la santé mentale. Christophe, merci beaucoup. On va parler ensemble de cohabiter avec son partenaire en temps de pandémie. J'espère que ce sujet t'enthousiasme, j'en suis persuadée. On a eu quelques questions déjà en story, donc je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les personnes. C'est surtout un sujet que tout le monde a subi. Aussi, c'est vrai. Merci Christophe de le rappeler. Avant de commencer ce live et d'en parler un peu plus, est-ce que tu peux te présenter Christophe, s'il te plaît? Eh bien, donc je suis Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute. J'ai un site sur lequel je développe toute mon activité, des articles, du coaching et également des formations. Et j'interviens sur le site psychologue.net pour aider toutes les personnes qui seraient en demande justement sur ces thématiques, principalement le couple et tout ce qui tourne autour finalement, puisque c'est quand même assez vaste. Puisqu'on peut penser qu'au départ c'est très restreint, mais en fait il y a beaucoup de choses derrière. Et puis aussi tous les problèmes liés à la sexualité, ce qui peut être le vaginisme, l'éjaculation précoce, enfin, et j'en passe. Toutes les problématiques finalement en rapport. Exactement, ouais, c'est multiple et chacun est différent, donc il faut s'adapter au cas par cas. Voilà. D'accord, merci Christophe pour cette présentation. Aujourd'hui, on va parler ensemble de cohabiter avec son partenaire en temps de pandémie. Alors justement Christophe, qu'est-ce que la pandémie elle a changé pour les couples? En gros déjà, faut voir que pour certains, quand le gouvernement a annoncé le confinement, il y a beaucoup de couples qui se sont dit ouais génial, ça va être la fête du slip. Ça va resserrer le couple, on va pouvoir faire l'amour comme on veut, tous les jours, tout le temps, machin, etc. Et en fait, on a pu constater, d'après les études qui ont été menées a posteriori, que ça a été exactement l'inverse. C'est-à-dire que sur 80% des couples, ils ont moins fait l'amour que d'habitude. D'accord. Donc il y a eu une grosse distanciation finalement physique du fait de ce rapprochement. Donc c'est assez paradoxal, mais on a pu constater ça. Et seulement pour 20% des cas où là il y a eu une augmentation des fréquences des rapports. Donc c'est assez ambigu et c'est ce qui a pu gêner au départ en tout cas. Et on aurait pu penser que ça allait être complètement différent. C'est vrai que là, ça a été quelque chose qu'on n'avait jamais vécu jusque-là. Enfin, nous, ma génération, et puis j'imagine la génération des gens qui sont devant leur petit écran, là, en ce moment, c'est quelque chose de nouveau et dont on n'est encore pas bien habitué, quoi. Et alors, j'espère que là, on est dans une phase où tout est derrière nous et qu'on va pas devoir le revivre de nouveau, mais sait-on jamais. Donc c'est vrai que c'est pas mal de s'y préparer, en tout cas d'avoir quelques pistes pour essayer de faire passer ce moment-là au mieux. D'accord. Alors finalement, d'après ce que tu nous dis, est-ce que vivre ensemble en couple a été plus difficile? Complètement, c'est-à-dire qu'en fait, le truc c'est qu'on se retrouvait 24 heures sur 24, l'un sur l'autre, en cloisonnement fermé,
Donc, ce qui fait aussi le couple, c'est qu'on peut... c'est-à-dire que pour se retrouver, il faut se perdre quelque part, entre guillemets. Donc, la journée, Ouais. on part au travail, on va voir d'autres choses, on a une vie sociale autre, et puis on rentre le soir, on est content de se retrouver, on va se raconter des petits trucs, une petite anecdote. Oh, tiens, j'ai vu C'est quelqu'un... ça. On a quelque chose à exactement. se raconter finalement. Et exactement. Alors que là, quand on va vivre en vase clos, eh bien, non seulement, finalement, il se passe pas grand-chose dans dans la vie de couple, hein, il se passe ce qui se passe d'habitude, quoi. Ah tiens, les pâtes, le paquet de pâtes est fini. Enfin voilà, ça va être du banal, une banalité folle. Et en plus de tout ça, on a eu les informations qui tournaient sur le Covid en boucle et Eh oui. à vraiment en avoir par-dessus le crâne, quoi. Donc, je pense que les gens se sont retrouvés enfermés doublement, aussi bien physiquement dans leur appartement, dans leur maison, dans leur pièce, et puis aussi mentalement, parce que bah, ils avaient plus grand-chose finalement à se dire. Alors, c'est pas vrai chez tout le monde, hein. Oui, bien sûr. On peut toujours s'évader, alors on peut toujours regarder des films, certains qui ont une bibliothèque vaste ont pu aller se libérer un peu l'esprit, etc. Mais c'est pas forcément vrai pour tout le monde. D'accord. En plus, je dirais qu'il y a eu en fait, pour qu'il y ait du désir dans un couple, il faut aussi qu'il y ait un peu de manque. D'accord. C'est paradoxal, hein, mais c'est-à-dire que si on est toujours côte à côte, ben, on a moins de chances de se désirer. Enfin, on va se désirer un petit peu, puis bon, ben, éventuellement, on va se caresser un petit peu, on va s'embrasser, on va peut-être faire l'amour, mais ça va s'arrêter, puis au bout d'un moment, ben, on va pas faire ça toute la journée, quoi. C'est un peu comme si on vous proposait même une passion de la faire toute la journée, enfin, même sur plusieurs jours. Au bout d'un moment, ça serait plus une passion. Exactement, on s'en lasse. Et là, c'est un petit peu la même chose. On s'est retrouvé finalement avec un manque de désir parce que l'objet du désir était juste à côté de soi. Et on sait très bien, le cerveau, quand il a quelque chose qu'il voit constamment, eh bien, il finit par oublier totalement ce qu'il a devant lui. Malheureusement, hein, c'est un fait. Et en fait, le cerveau aime la nouveauté. Et là, il n'en avait pas à manger, et donc bah, il s'est retrouvé un petit peu contraint. D'accord. Donc tout cela, ouais, pardon. Non, Oui. Non. Donc tout cela a un petit peu aussi exacerbé toutes les tensions qu'il pouvait y avoir dans le couple, puisque quelque part, on s'est retrouvés ensemble, contraints, surtout avec le premier confinement où on pouvait quasiment pas sortir. Hein. C'était limite pour aller faire les courses. Et encore, il fallait y aller en courant presque. C'était chronométré. Non mais on rigole, mais c'est presque ça. Oui, c'était dur. Ouais. Et donc on se retrouvait, allez, je vais dire 23h30 sur 24, à côté l'un de l'autre. Et puis, ben, faut pas se cacher. Au bout d'un moment, à part dans les premiers mois de la vie de couple, à un moment donné, on arrive tous à s'agacer. C'est humain, quoi. C'est normal. Et puis on a tous une certaine indépendance, je veux dire, non? Aussi. Alors ça, c'est ce que je voulais en parler plus tard, mais effectivement, c'est quelque chose qui est nécessaire pour un couple. Et donc, on va s'agacer, et le fait de s'agacer, ça met de l'électricité un petit peu dans le couple. Tout le monde s'énerve, et puis on peut avoir des crises, etc. D'ailleurs, on a bien vu que pendant le confinement, il y a beaucoup de couples qui se sont mal passés, enfin de vies de couple qui se sont mal passées. C'est-à-dire qu'on a pu constater des envies de divorce, des agressions. Alors malheureusement, des agressions physiques, verbales. Et puis, oui, des gens qui se supportent plus, quoi, à la fin, parce que enfermés l'un envers l'autre, quoi. Alors justement, est-ce que la cohabitation, elle modifie la santé du couple finalement? Bah, c'est un petit peu ce que je viens de finir de dire. Effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que pour pouvoir s'épanouir, il faut quand même pouvoir respirer, ce que je vais appeler respirer, c'est-à-dire pouvoir, ce que je évoquais tout à l'heure, sortir, voir des autres personnes, hein, des amis, etc. C'est-à-dire qu'on a besoin, chacun a besoin de sa bulle intime. D'accord. On a besoin de la bulle de couple, hein, qui réunit, dans lesquelles on a un partage, mais chacun, on a aussi besoin de notre petite bulle d'intimité,
notre jardin secret, nos passions même, hein, tout bêtement, hein, qu'on n'est pas obligé du tout de partager avec son conjoint. Alors ça, c'est un truc que j'entends souvent. Oui, mon mari ou ma femme, ouais, il est dans son coin à, je sais pas, à faire son modélisme ou je ne sais quoi, une de ses passions, et des fois l'autre se sent exclu. Mais moi, j'ai toujours tendance à dire, au contraire, c'est très bien d'avoir des passions pas forcément communes, parce que justement, ça permet à chacun d'avoir sa petite vie à soi. Ouais, exactement. Ce qui est nécessaire aussi dans un couple. Parce que vivre constamment, c'est comme si on avait des menottes au poignet de chacun et puis on était pieds et poings liés l'un avec l'autre et sans jamais pouvoir se séparer. C'est toujours un peu... c'est dommage pour soi et c'est dommage pour le couple de toute façon. Donc on a quand même eu des statistiques qui disaient que... Là, je regarde un peu mes notes pour ne pas me tromper sur les chiffres. Mais en fait, on a constaté, il y a Santé publique France qui a fait des études, et ils ont montré qu'il y avait 61% des gens qui déclaraient avoir évoqué un stress supplémentaire pendant cette phase de pandémie. D'accord. 45% se disaient plus découragés qu'à la normale. Ah, donc ça a vraiment quand même pesé hein, vraiment sur le psychisme des gens. Ah, la santé mentale, c'est sûr. Hein. Complètement, ouais. Et il y a eu une augmentation d'à peu près 20% des troubles anxieux et 20% également des troubles, enfin des idées suicidaires. C'est quand même très inquiétant. Alors, ça c'est assez global, hein, ça concerne les couples et les gens aussi en solo. Et peut-être que les idées suicidaires étaient peut-être un peu plus sur les gens justement qui se retrouvaient tout seuls, là vraiment isolés, etc. Donc on ne va pas rentrer là-dedans, mais quelque part, quoi qu'il arrive, de toute façon, vivre ensemble, ça a toujours été quelque chose de compliqué quand on ne peut pas, je dirais, s'évader ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu aussi une divergence entre ce que les hommes pensaient de ce confinement et ce que les femmes attendaient aussi de ce confinement. Pour les hommes, ils ont regretté. Alors, pour les hommes, ils ont regretté finalement, beaucoup regretté de la part de leurs femmes, d'avoir un manque de libido. Donc, statistique que je donnais au début, là, sur les 80% de personnes, enfin de couples qui auraient fait un peu moins l'amour, peut-être que c'était davantage du fait des femmes qui n'avaient pas forcément l'envie à ce moment-là. Donc, ça a été les reproches plutôt des hommes. Alors, c'est pas 100%, hein, mais c'est la majoritairement. Majorité. Exactement. Et chez les femmes, à l'inverse, c'était la communication qui, pour elles, ne collait pas parce que ça n'allait pas, quoi. Alors, soit le conjoint était trop silencieux, soit, je sais pas, les dialogues, c'était pas ce qui était attendu, comme d'habitude, puisque forcément, on ne pouvait pas avoir forcément exactement les mêmes sujets que d'habitude. On n'était pas dans une phase normale. Il y avait des ententes finalement différentes, des attentes différentes. Exactement, chacun attendait quelque chose de l'autre que l'autre n'arrivait pas à lui donner. Donc forcément, ça crée un déséquilibre dans la relation et c'est jamais très très bon pour le couple. Alors justement, Christophe, quels sont les... Oui. Donc je disais qu'en fait, globalement, cette période-là a aussi augmenté les tendances addictives. C'est-à-dire que pour le couple, il y en a peut-être qui ont tendance à un petit peu forcer sur la boisson. Il y en a d'autres qui ont peut-être eu pour s'évader quelque part. Hein, mais alors ça peut être la boisson, la cigarette, les drogues, mais ça pouvait être aussi de la consommation de contenu pornographique. Donc chacun sur son petit ordinateur ou sur son téléphone qui consommait entre guillemets de son côté. Alors quand on a pu consommer de son côté, puisque ça dépendait aussi de l'espace qu'on avait chez soi, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Si on pouvait avoir sa petite pièce à soi, c'était déjà pas mal, mais globalement on a constaté qu'effectivement, en tout cas dans les couples, la masturbation en solitaire avait largement baissé pendant la pandémie. Et c'est toujours je dirais une espèce de soupape de sécurité que c'est pratique dans un couple, hein, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de, exactement, c'est ça. Et puis c'est vraiment un plaisir qu'on se donne à soi, un peu égoïstement entre guillemets, mais quelque part c'est
faut pas le lier au couple. C'est un petit peu comme son jardin secret qu'on doit cultiver de façon autonome, sans avoir à justifier quoi que ce soit auprès de son partenaire. Il peut être au courant, il peut ne pas être au courant, peu importe. Hein, mais en tout cas, c'est important pour soi. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a aussi été grandement affecté par la pandémie. D'accord. Sinon, alors, ce qui a pu changer aussi dans les couples, c'est quand on avait des couples qui étaient, comment je vais dire ça, en gros, si on avait des couples dans lesquels un des partenaires trompait l'autre avec une personne externe, il a pu y avoir aussi à ce moment-là des tiraillements. Pourquoi? Parce que la personne faisait tout pour essayer de garder le contact avec la personne à l'extérieur. Et il a pu ou elle a pu se faire griller à ce moment-là, ce qui a pu faire éclater, je dirais, le couple. Mais alors, c'est comme dans une cocotte minute. Hein, si vous mettez, oui, au final, ça a juste précipité. Exactement, et peut-être même en pire, puisque là, on n'a pas pu, ils ont même pas pu s'extérioriser, de dire, il y en a pas un qui a pu prendre ses valises et puis se dire, je m'en vais, ou alors c'était assez risqué. Mais enfin, c'est toujours des choses qui arrivent en plus. Alors c'est sûr, hein, c'est pas tous les couples qui sont passés par là, mais c'est toujours des choses qui sont intéressantes à comprendre. Et puis voilà, je regarde ce que j'ai. Bon, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur cette question. D'accord. En gros, ça a vraiment exacerbé un petit peu aussi toutes les incompatibilités, ce qui parfois passait un petit peu pour des détails. Là, ça s'est retrouvé mis en avant, fortement mis en avant, puisque bien sûr. On ne voyait plus que ça finalement chez son partenaire. Et c'est un petit peu comme quand quelqu'un a un tic, vous avez un interlocuteur en face de vous qui a un petit tic, à la fin, vous ne voyez plus que ça. Ça, et dans le couple, c'est pareil. Quand on commence à avoir une petite accroche qui correspond pas à ce qu'on attend, ça gêne et paf, on se focalise dessus et puis après, on ne voit plus que ça, que ça, que ça. Et là, quand c'est quelque chose qui est dérangeant pour soi, en tout cas, ça peut être la paresse, ça peut être je suis crasse, ça peut être le manque de respect, ça peut être, la palette est large. Oui, et dès qu'on se focalise dessus, après, on va dire, ça devient compliqué de redevenir quelque chose un couple plus uni, en tout cas, dans cette phase, parce que, toujours pareil, on n'a pas pu sortir. Alors, maintenant qu'on peut ressortir de nouveau, c'est vrai que ça va relibérer un peu tout le monde, les tensions vont s'apaiser. Maintenant, c'est un peu comme quand une assiette tombe par terre et qu'elle se casse, on a beau coller les morceaux, il reste toujours les fêlures. Hein. Elles sont toujours visibles. Là, c'est toujours un couple. S'il y a eu un gros crash à un moment donné, malgré ce qu'on peut essayer ça risque d'être compliqué. D'accord. Et finalement, quelles sont les clés donc, pour mieux cohabiter en couple? Alors, ce que je préconisais tout à l'heure, et c'est un peu ce que raconte aussi la psychanalyste Sophie Cadalen, c'est-à-dire que pour avoir une vie de couple épanouie, il est indispensable que chacun des partenaires puisse avoir un espace propre pour s'isoler. Alors, ça peut être un espace physique, mais aussi un espace mental. C'est-à-dire que d'ailleurs, il faut même les deux, quelque part. Ouais, donc je disais qu'en fait, il était important de pouvoir s'isoler, donc avoir, si possible, une pièce à soi. Quand on n'a pas de pièce à soi, de prendre un petit bout d'une pièce, hein, quand on est dans un loft avec simplement un grand espace, d'avoir chacun de s'isoler un petit peu, même dans une seule pièce, faire ses petites activités. Ça peut être du dessin, ça peut être là avec un casque, pas pour pas gêner l'autre, ça peut être regarder des films, etc., lire. Et ça, c'est important de garder son petit jardin secret, ses petites passions, etc. D'avoir son intimité. Donc ça, c'est une première des choses. La deuxième chose aussi, c'est de ne pas tout partager quand on est chez soi. Il
il y a des partagés. C'est-à-dire que la salle de bain, il faut éviter de la partager. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut partager exceptionnellement. D'accord. Justement, pour des petits moments un petit peu coquins ou de fête, etc. Mais la douche, on la prend tout seul, ou le bain, on le prend tout seul en général. On fait sa toilette pour garder quelque part le mystère. Parce que c'est le mystère qui entretient le désir. C'est-à-dire que si vous voyez, c'est ce que j'ai fait nous faire surprendre, il aime toutes ces petites... en découvrant un jour, ah tiens, oh, t'as mis des bas, ou oh, tiens, t'as vu aujourd'hui, je me suis rasé pour, enfin, ou pas rasé d'ailleurs, Ouais. chacun ces petits trucs qu'il aime, et ces petits secrets qu'on va concocter dans l'alcôve de la salle de bain ou dans sa chambre, ou etc. Alors, je vois que tu n'élèves pas, mais je ne t'entends pas parler. Ah oui, c'est vrai. Quand il n'y a pas la vidéo, je t'entends parler. Je pense qu'on m'a suffisamment vu jusque-là. Ah d'accord. Mais au moins, si on peut au moins finir comme ça, oui. ce sera mieux. Merci Christophe. Vous avez pu vous... C'est pas évident de travailler dans ces conditions, mais je suis désolée. Hein, là, vraiment, aucun de nous deux n'y peut rien. Non, ben, c'est pas grave. Donc, j'en étais donc sur le fait de garder son intimité. Et en fait, paradoxalement, enfin, on peut le comprendre, hein, tous ceux pour lequel le confinement finalement s'est très bien passé, voire mieux passé que d'habitude, hein, les 20% dont on parlait au début, qui se sont mieux entendus que dans d'autres situations, c'était les couples qui étaient déjà très soudés au début, et surtout qui savaient communiquer. D'accord. Et ça, c'est quelque chose de très important dans un couple. Et malheureusement, la communication de couple, c'est quelque chose qu'on apprend nulle part. Mais quand je dis nulle part, c'est vraiment nulle part. On apprend à communiquer dans une réunion, ça on apprend à l'école. On apprend à communiquer devant une assemblée, on l'apprend à l'école en général. Par contre, dans un couple, on l'apprend souvent par mimétisme, auprès de ses parents, auprès de ses amis, etc. Mais est-ce que c'est le bon modèle? C'est loin d'être sûr. Et alors, moi j'ai une formation justement sur la communication, parce que je pense que c'est vraiment le ciment du couple, et c'est la base. Comme on fait une chape de béton pour installer une maison, eh bien pour le couple, pour moi la communication c'est le principal. Et ceux qui s'en sont mieux sortis finalement, c'est ceux qui savaient déjà communiquer, qui savaient bien. Donc finalement les femmes avaient raison de demander plus de communication. Mais tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, c'est magique, hein, mais un couple, ça marche avec une communication, c'est la base, et quelque part, la sexualité qui est aussi le ciment, finalement, qui va souder les briques. Et puis après, les briques, c'est les éléments de la vie, les sorties, le travail, les activités annexes, les tâches ménagères, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et ça aussi, ça a été une grosse crispation pendant le confinement, puisque s'il y en a un des deux qui n'était pas trop habitué à le faire, là, il pouvait pas dire, non, mais moi je suis au travail ou j'ai des horaires pas possibles. Non, là, tu es à la maison comme tout le monde. Donc, ça a créé aussi des petites tensions. D'accord. Voilà. Bon, visiblement, sans la vidéo, ça... Bah oui, là, je t'entends parfaitement. J'avoue que c'était vraiment la vidéo. Alors, peut-être que ça demandait beaucoup plus de ressources. Je sais pas. Ouais, sûrement. Donc en tout cas, ce qui se passe, c'est que souvent, dans un couple, quand le bateau coule, il y a deux attitudes que les gens prennent. Il y a le pragmatisme, on va dire, c'est le bateau coule, il faut trouver une solution, donc on va écoper, on va reboucher les trous, etc. Et puis il y a de l'autre côté la panique, où c'est, non, on peut pas s'entendre, et puis tout va à volo, et on envisage après c'est le pire, hein, donc c'est la séparation, j'en peux plus, ou même on n'a même plus envie de faire d'efforts, quoi qu'il arrive, à un moment donné on arrive à ne plus avoir envie de faire d'efforts. Et donc ce qui est important, ce qu'il faut retenir et ce qui est important dans le couple, c'est qu'il y ait toujours de la séduction, et ça c'est quelque chose, c'est comme la communication, la séduction c'est quelque chose qui commence dès le premier jour d'une relation, jusqu'à son dernier jour. Il faut toujours essayer de continuer à séduire, à séduire, à séduire. Alors c'est pas de la séduction comme dans les premiers jours où on va aller je sais pas, offrir. C'est une séduction permanente. C'est pas par des surprises, parce que le cerveau adore les surprises. Et il fonctionne que comme ça d'ailleurs. Hein. C'est ce qui nous fait rire. Hein, d'ailleurs, on ne rit que parce qu'on est surpris de la réplique ou de la situation. Si quelque chose est attendu, on ne rit plus.
Il suffit de regarder un film qu'on connaît déjà, on rit beaucoup moins que la première écoute. C'est vrai. Et puis, il faut penser à alimenter l'amour. Alors, comment on alimente l'amour? Alors ça, il y a plein de méthodes, mais surtout, il faut, c'est toujours un peu pareil, hein. Moi, je suis persuadé qu'il faut amener l'autre à se dire que c'est la personne la plus importante, et donc que je vais lui donner de l'attention. D'accord. Alors ça peut être de l'attention par des activités, tiens, on s'organise quelque chose ce week-end-là, mais ça peut être aussi des attentions par des petites surprises. Hop, je vais te chercher au travail ce soir. Tu le sais pas, mais je vais venir te chercher, et puis on va aller se balader dans un parc, se tenir main dans la main, des choses qu'on fait pas forcément tous les jours, mais qui de temps en temps vont faire ressortir en fait et puis ça, c'est des souvenirs qu'on va se rappeler après 5-6 ans plus tard. Ah ouais, c'était quand même génial cette balade comme ça, tu m'avais pris au dépourvu, et c'est ces petits trucs là. Alors c'est pareil, hein, ça sur ma chaîne YouTube, j'ai je sais pas, une soixantaine de vidéos dans laquelle j'explique un peu, je donne plein de petits trucs et astuces comme ça pour aller casser la routine des couples. Et même quand on était confinés, il y avait des choses à faire, par exemple des jeux de rôle ou c'est pas un cache-cache, mais comment on appelle ça, enfin, chercher des petits trucs dans l'appartement, enfin, faire une chasse au trésor, voilà, une chasse au trésor, etc. Une chasse au trésor sexy, un truc comme ça, hein, pour un peu amener un peu de la nouveauté, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire quand on est à deux, pour pas s'ennuyer et pour ranimer la flamme, ou la raviver en tout cas, quand elle a un petit peu baissé de capacité. D'accord. Est-ce que tu as d'autres clés pour mieux cohabiter? Comme ça, globalement, ce qu'il faut dire, c'est que faut jamais baisser les bras, j'imagine, moi, dans un couple. Il faut toujours être en attente de nouveautés, mais concrets, hein, on doit les créer, chacun doit les créer, hein, et c'est un jeu de ping-pong, c'est-à-dire que le couple, ça fonctionne parce qu'on est deux. C'est comme l'amour, hein, on fait pas l'amour tout seul on fait pas l'amour à quelqu'un, on fait l'amour à deux, et c'est pareil, le couple, on le vit à deux, on le construit à deux, et puis on l'alimente à deux. C'est un feu, c'est comme un feu, hein, c'est-à-dire qu'on doit le surveiller, sinon au bout d'un moment, il va baisser d'intensité, hein, on va avoir des braises, et puis au bout d'un moment, alors quand il y a des braises, ok, ça tient encore un certain temps, mais au bout d'un moment, les braises, si on remet pas de bois dans le foyer, les braises, elles vont mourir, et l'amour va mourir et disparaître. Et c'est là que commence, en général, hein, c'est d'ailleurs quand les flammes s'éteignent, qu'on commence à voir, je continue sur mon image du foyer, mais d'ailleurs c'est pas si éloigné que ça, entre le foyer, la maison et la compagnie, mais quand les flammes commencent à s'éteindre, c'est souvent là qu'il commence à apparaître les problématiques de couple, notamment sur la communication qui, quand elle n'est pas bien maîtrisée au départ, c'est-à-dire quand on n'a pas les bonnes pratiques, on va dire, qui permettent d'éviter justement de monter en épingle, et des fois des petits trucs, l'énervement pour apaiser son conjoint ou sa conjointe, parce que à un moment donné, il y a toujours des petits trucs, des petites astuces. Il y a aussi des façons de s'exprimer, plutôt en privilégiant le je plutôt que le tu. C'est-à-dire qu'on ne va pas accuser l'autre, mais on va dire voilà ce que je ressens exactement, ou cette situation-là fait que me met dans cet état-là, etc. Enfin, expliquer ses sentiments. Pour moi, c'est un peu ce que j'explique. C'est pour moi la communication, c'est une vision 3D de la parole. C'est-à-dire c'est de la parole plus mes sentiments et mes attitudes et mes émotions. D'accord, merci. Voilà. Et c'est ça qu'il faut savoir apprendre à faire. Ok, merci Christophe pour ces clés que tu nous donnes. Finalement, on voit quelque chose aussi apparaître souvent, c'est être en couple, chacun chez soi. Alors, est-ce que c'est de plus en plus fréquent, et finalement, quelles sont les conséquences de ce mode de vie, si on peut dire? Alors, c'est pas forcément beaucoup plus fréquent qu'avant. Ça l'est un petit peu plus, mais on va modérer tout ça. En fait, alors déjà, pour pouvoir être chacun chez soi, il faut avoir un certain niveau de vie. Il ne faut pas se le cacher. Il faut payer 2 fois un loyer, ou il faut avoir 2 fois une maison, un truc comme ça. Donc quelque part, c'est réservé
alors aux jeunes qui commencent à se mettre en couple parce qu'ils sont encore chez papa-maman et chacun vit un petit peu de son côté et ils se voient pour leur vie de couple à certains moments. Et puis ça se voit aussi parfois un peu plus aussi chez les personnes déjà mariées, qui ont déjà été mariées et donc qui se sont séparées et qui se remettent en couple. Parce que des fois, l'un des deux ou les deux ont déjà un logement, puisqu'à un moment donné, ils se sont retrouvés célibataires et puis pour des raisons, principalement souvent parce qu'il y a des enfants et que ils n'ont pas envie de faire subir finalement un deuxième désagrément à ces enfants-là. Ils se disent que bon, si ça va bien, tant mieux. De toute façon, les enfants vont aussi bénéficier de l'apport de l'autre quand ils sont à la maison. Et puis si ça va pas bien, c'est pas grave. La rupture sera peut-être moins violente. Enfin, en tout cas, c'est ce que les gens pensent. Elle sera moins violente et ça leur permettra de pouvoir couper plus facilement les ponts, puisqu'en fait chacun est chez soi. Donc on se dit on se voit plus et finalement il n'y a même pas de valise à faire. D'accord. Donc voilà. Et donc c'est ce que je disais. Donc c'est quand même quelque chose qui se retrouve un peu plus dans les catégories socio-professionnelles un peu plus élevées. Et c'est une tendance qu'on a moins chez les personnes type ouvriers et employés, puisque malheureusement c'est plus une question financière. Et oui, c'est ça qui les gêne. C'est pas qu'ils voudraient pas le faire, mais c'est qu'ils peuvent pas. Malheureusement, c'est vraiment plus pratique là. Alors, et ça c'est aussi différent entre les sexualités. C'est-à-dire qu'en fait, les hétéros ont plus tendance à se regrouper dans un même foyer, alors que les personnes avec une sexualité un peu différente généralement privilégient un peu plus l'autonomie et avoir le chacun chez soi et se retrouver ensuite. Pour le moment, exactement. Ouais. Et ce qui est intéressant pour ce mode de vie-là, c'est que finalement, on ne se rencontre que pour les bons moments. D'accord. Parce que quand on est chez soi, on va faire sa petite routine, son petit machin, son petit truc, et on sait qu'on va aller retrouver son conjoint ou sa conjointe, enfin son partenaire, on va aller le retrouver pour un bon moment qu'on va passer ensemble. Et ce moment-là, vu qu'il est, je dirais, limité dans le temps, forcément, il est génial. C'est un petit peu comme des vacances. Quand on est en vacances toute l'année, on ne sait pas ce que c'est que les vacances finalement. Et même un truc marrant, c'est que les gens qui sont à la retraite, ils disent quand même qu'ils partent en vacances. Alors qu'ils sont à la retraite, ils font rien. Mais c'est pas des vacances. Ils s'occupent. Ils sont chez eux. Exactement, mais c'est exactement. Et là, c'est exactement pareil. Quand on va se retrouver en couple, c'est le moment du couple, et ce moment-là, il est bien plus fort que quand on a un couple qui est à demeure à la maison. Et même quand il part en week-end, ça fait pas exactement la même chose. D'accord. Parce que ils ont pris la voiture ensemble, ils sont allés sur le lieu ensemble, ils ont toujours été ensemble du départ de chez eux jusqu'à l'arrivée. Alors que quand on est chacun chez soi, finalement on se retrouve à un endroit, et c'est ce moment-là qui est magique pour le couple, et c'est un petit peu ce qui ressort en fait des personnes qui vivent comme ça, c'est que la relation est plus idyllique finalement, puisque le couple ne vit plus que par les bons moments. Voilà. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, c'est que parfois, il y en a qui se trouvent un peu isolés. C'est-à-dire que on peut avoir des moments difficiles dans la vie, et puis quand chacun est chez soi, on n'a pas l'autre pour venir le prendre dans les bras parce que ça va pas bien. On n'a pas l'autre pour faire une petite remarque, un petit truc sympa en disant oui, mais je sais pas, la journée de travail s'est très mal passée, c'était la catastrophe. Le soir, quand je rentre chez moi, si c'était pas une journée prévue pour se voir, je me retrouve tout seul avec mon désarroi. Il y a aussi un manque d'implication finalement dans le couple, puisqu'on va se voir que épisodiquement pour certains événements ou certains moments, même si ça peut être tous les soirs ou etc. Mais chez moi, le ménage, je vais le faire tout seul. Chez moi, les courses, je vais le faire tout seul. Chez moi, voilà. Donc il y a aussi cette barrière-là. Et tout ça fait que globalement, alors, il y a des aspects positifs, mais il ne faut pas se cacher, il y a aussi des aspects négatifs à cette vie-là. Donc quand on peut se le permettre, ça peut être quelque chose à tenter, à envisager. Il faut savoir que c'est très intéressant. En tout cas, pour le couple, c'est une période qui peut être géniale. Par contre, pour soi, ça peut être un peu plus difficile. D'accord. C'est bien, au moins, ça ne nous laisse pas... Dans chaque mode de vie qu'on choisit, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc, c'est bien d'avoir mis en exergue les deux, quoi. Oui,
c'est assez rare de toute façon qu'il y ait une solution géniale qui fasse que ça marche à tous les coups. Sinon, je pense que quelqu'un l'aurait déjà trouvé et il n'y aurait plus aucun problème et on aurait pu les couples qui souhaitent se séparer. D'ailleurs, suite à la pandémie, je crois qu'il y a pas loin de 40% des gens qui ont annoncé qu'ils envisageaient le divorce. D'accord, 40%, c'est énorme. Alors qu'ils envisageaient, hein, donc c'est quand on leur a posé la question, oui, est-ce que vous divorceriez suite à... Oh bah oui, enfin, bon après, c'est à pondérer, hein, ça veut pas dire qu'on va avoir 40% de divorce, de divorce dans les prochaines années, mais en tout cas, je pense qu'il va y en avoir un petit peu plus là. D'ailleurs, je pense que ça a commencé avec la fin de la... D'accord. Merci Christophe déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. On va passer aux questions utilisateurs-utilisatrices. Alors, je suis désolé hein, pour la vidéo, mais tant que ça marche. Oui, je pense que c'est mieux parce que sinon ça va repartir, j'imagine. Mais bon. Merci Christophe. Hein. Ma partenaire est toujours en demande d'attention. Comment gérer cela? Alors, la question est vaste parce que est-ce qu'elle est toujours en demande d'attention parce que vous vivez l'un avec l'autre? Effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça peut être pesant puisqu'on a besoin aussi de moments pour soi. Et donc ça, c'est quelqu'un qui souvent est en manque de confiance en elle, et donc qui a besoin d'être rassuré en permanence. Alors il y a des petits trucs à faire, c'est déjà de ne pas hésiter à lui dire qu'elle est belle, que vous l'aimez, donc des choses qu'elle n'a pas forcément l'habitude d'entendre d'habitude, pour simplement qu'elle se rassure quelque part sur vos sentiments. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a peur dans une relation? C'est la peur de ne plus être aimé, d'être quitté. Bon, après, il y a des trucs un peu plus moches, mais être trompé, etc. Mais globalement, souvent, le manque de confiance en soi, ça vient de la peur de ne plus être aimé, quoi, quelque part. Et donc, montrer ça par des gestes, poser sa main même sur le bras de sa partenaire de temps à autre, lui faire un petit bisou en passant, etc. Enfin, ne pas l'ignorer hein, dans la vie quotidienne, sans toutefois, justement, en l'invitant. Parce que c'est aussi ça le pendant, c'est-à-dire qu'on veut bien faire ça d'un côté, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est toujours du donnant-donnant, on veut bien faire ça d'un côté, mais il faut aussi que sa partenaire, dans ces cas-là, comprenne qu'à un moment donné, lui aussi, peut-être, il a besoin de petits moments de solitude pour ses activités à lui. Et dans ces cas-là, elle, il faut aussi qu'elle se trouve, je crois que c'était une femme. Oui, parce que c'est ma partenaire est toujours en demande d'attention. D'accord, ok. Bon, c'est ça. Donc elle, il va falloir qu'elle trouve de quoi s'occuper pendant ces moments-là. Ça, c'est important aussi. Chacun doit avoir ses occupations et quand on est en couple, on n'est pas qu'en couple. On est en couple et aussi on est en solo. D'accord. Merci Christophe pour ces conseils. Alors, on va prendre notre question. Comment gérer un partenaire qui n'a jamais de temps et donc pas assez de temps pour notre couple finalement? Alors, est-ce qu'on a vraiment jamais de temps? En fait, je pense que le truc, c'est plutôt, est-ce qu'on ne veut pas donner assez de temps pour le couple? Parce que quelque part, le temps, on le gère un petit peu... C'est des priorités ou pas? Comme on veut, mais... exactement. Donc après, qu'est-ce qu'on va prioriser? Et là, c'est peut-être une question à poser vraiment... beaucoup plus basique en disant, voilà, quelles sont tes priorités dans la vie, monsieur ou madame hein. C'est une femme ici, quelles sont les priorités? Bon, voilà. Donc, quelles sont les priorités de ce monsieur dans la vie? Est-ce que c'est son travail? Parce que j'imagine que s'il est trop occupé, ça doit être son travail. Et qu'est-ce que ce travail lui donne qu'il n'a pas à la maison? Parce que quelque part, c'est ça aussi, hein, les gens souvent qui s'investissent dans le travail, c'est parce que pour eux, c'est leur façon de s'épanouir. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir suffisamment dans leur vie personnelle, et donc ils vont avoir un ratio de 80-20 par exemple, où ils sont à fond au travail, et même quand ils sont chez eux, ils sont sur le portable, au téléphone, etc. Ils ne savent pas lâcher le travail, Et, exactement, donc ça c'est un peu le drame. Donc ce que je peux conseiller aujourd'hui, c'est plutôt d'entamer une discussion pour savoir vraiment quelles sont les valeurs que ce monsieur a besoin pour pouvoir s'épanouir. D'accord. Merci Christophe. Alors, on va regarder notre question.
Euh, Chaque nous dit si on a beaucoup de reproches et qu'on sent que la relation s'est usée, que faire si on se sent pas considéré? Ah. Alors, si la situation s'est usée, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec le feu et remettre des bûches dans le feu. Donc déjà, la première chose à faire, c'est raviver les flammes. Euh, et si on ne se sent pas considéré, euh, c'est ça, c'est Oui, considéré. si que faire si on se sent pas considéré, oui. Ouais. Si on ne se sent pas considéré, alors là, ça veut dire aussi que quelque part, euh, nous, on trouve que ça s'est un petit peu affaissé, un petit peu la relation, hein, le feu s'est amenuisé, commence à s'éteindre, mais le partenaire en face Ouais. aussi. Donc là, ça, c'est un signal d'alarme fort, Parce que hein. Ça veut bien dire c'est ce que ça veut épuisant dire. aussi Oui. d'être toujours dans le reproche. Bah, alors, il y a des personnes qui aiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va, enfin, il y a- c'est un petit peu aussi notre penchant dans notre société, c'est-à-dire que c'est jamais de Ouais. notre faute. C'est toujours de la faute des autres et on va toujours reporter la faute sur les autres. Et alors, on peut le voir dans les médias, hein. Aujourd'hui, ce qui se passe, vous regardez la télé, tous les faits divers, c'est jamais de la faute de celui qui a commis le Mm. truc, hein. Que ce soit des politiques, mais même je veux dire, des gangsters ou des malfaiteurs, quand ils sont attrapés, c'est Mm. jamais de leur faute. Il suffit d'écouter ce qui se passe et on nous apprend ça et on nous l'inculque. Et c'est fortement dommage parce qu'en général, reconnaître sa faute, c'est avancer. Ouais. Et malheureusement, la rejeter sur les autres, c'est déjà d'une lâcheté folle. Ça avance pas à grand chose parce que l'autre va se sentir offensé et il va répliquer. Donc c'est une escalade de Mm. l'agressivité et c'est jamais bon pour personne. Donc oui, là ce qu'il faut faire dans ces cas-là, absolument, hein, c'est repartir sur de bonnes bases. Et pour ça, il faut se rappeler les premiers moments de la relation et repartir sur des petits trucs comme ça, c'est-à-dire se donner des petits rendez-vous, mais des trucs tout bêtes, hein, s'envoyer un petit papier, mais repartir même peut-être sur de l'écrit. On est tellement habitué maintenant avec l'électronique et je te balance un SMS de 3 mots pour dire prends le pain Eh en oui, ça. rentrant. Mais non. Et oui, mais Mm. ça tue l'amour, ça, c'est horrible. Et repartir sur les bases pour lesquelles on s'était aimé au départ, ça, je pense que c'est une bonne chose à faire. Et ça peut relancer Bah, mais bien sûr, pour que ça marche, il faut que les deux Eh oui, soient d'accord c'est une pour jouer le dynamique jeu. encore. Et oui, c'est exactement ça. Et c'est souvent ce que je constate dans les thérapies de couple. C'est-à-dire que pour qu'elles fonctionnent, il faut vraiment que les deux soient totalement impliqués et volontaires. Parce que s'il y en a un des deux, de toute façon, qui se dit depuis le départ que ça ne marchera pas, il n'y a quasiment aucune chance, Ça marche. malheureusement. Et oui, exactement, parce qu'il y en a un qui va s'investir à fond, il va s'user, et puis l'autre, finalement, il est en retrait, il regarde, il attend, et puis ça n'avance malheureusement pas, quoi. D'accord. Donc, Merci Christophe pour ces conseils. On va encore faire une ou deux questions. Alors, sans une question un peu problème. plus globale ici. Comment se sortir d'un conflit de couple? Alors, est-ce que tu as des conseils, Christophe, sur ça? Alors, souvent, moi, je constate quand même que les conflits débutent sur des... Et j'en reviens toujours à ma communication, parce que pour moi, Ouais. c'est la base. Et la plupart des couples qui sont en conflit, souvent, ils savent pas communiquer. Donc ça, c'est une chose. Ce qui fait que ça a engendré petit à petit, parce que souvent, c'est un peu comme un ouragan, ça commence par des vents tout à fait légers, et puis ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et puis à un moment, c'est le tourbillon, et puis ça part de partout, et on ne sait plus d'où ça vient. Et malheureusement, souvent, c'est la communication qui est la base. Après, il peut y avoir aussi d'autres causes, hein, comme des trahisons, des personnes aussi qui sont potentiellement mauvaises, hein, globalement, qui jouent pas le jeu en fait, hein, qui jouent pas le jeu du Ouais. couple tout simplement. Euh, voilà principalement les choses. Alors pour s'en sortir, c'est pas forcément simple, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut que les deux soient d'accord pour travailler, parce que le feu qu'on est en train qui est en train de mourir là au milieu de Eh oui. la pièce, hein,
Si on est tout seul à le surveiller et à mettre du bois, à un moment donné, on va s'endormir et le feu va s'éteindre. C'est un truc qui se fait à deux. On doit chacun aller travailler un petit peu autour de ce feu-là et de raviver les flammes. Et il est important de remettre un petit peu chacun dans dans la relation, où chacun doit s'investir, doit trouver des petits trucs en fait. Hein. Et là, je renvoie encore sur mes conseils pour briser la routine. Moi, j'ai une technique que j'appelle la technique du boulanger. Quelle est cette technique? C'est tout simple en fait. Pour moi, il y a deux types de vendeurs dans la vie. Il y a les vendeurs de voitures et les boulangers. Ce que fait le vendeur de voiture, généralement, il vous voit arriver, il veut vous vendre une bagnole, il vous vend une bagnole, il s'en fout. Lui, ce qu'il a fait sa vente, il est tranquille. Même s'il vous voit plus revenir, c'est pas grave, il s'en fiche. Et puis vous avez le boulanger qui, lui, va vendre un pain qui coûte 1 euro. Et lui, s'il vous voit pas revenir le lendemain, quelque part, lui, ça fait pas la même chose. Donc, lui, il va avoir plein de petites attentions comme ça pour vous donner votre pain quotidien. Il va vous dire bonjour, il va vous sourire, etc. Alors, le vendeur de bagnole, il va vous sourire. Oui, bien aussi. sûr. Mais il peut vous vendre une bagnole totalement pourrie, il s'en fiche quelque part. Lui, il a fait sa vente, il est tranquille. Le boulanger, il va faire son pain tous les jours avec amour et bonheur pour que vous reveniez chercher votre baguette tous les jours. Et dans le couple, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que, en fait, dans cette méthode, j'invite justement les partenaires à avoir régulièrement des attentions l'un pour l'autre. Moi, j'estime que au moins une fois, voire une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, de se donner rendez-vous, mais un rendez-vous, on va dire, amoureux. D'accord. Et alors, le rendez-vous, c'est pas faire l'amour. Hein. C'est un rendez-vous pour une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que on va se redécouvrir finalement dans des situations qu'on n'a pas forcément. Alors est-ce que tu peux nous donner des exemples d'activités, une ou deux? Alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il y avait par exemple ce qu'on pouvait faire à la maison, justement, c'était des jeux de rôle, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, plein de choses, écouter de la musique, mais enfin, il y a tellement de trucs qui sont fous. Par exemple, bon là, c'est un peu tard maintenant parce qu'il fait froid la nuit, mais là, cet été, à un moment donné, on peut se dire, tiens, on va passer une soirée dehors, on va regarder le coucher du soleil, mais même si on est en ville, on se met dans un parc, sur un banc, on écoute les oiseaux, on discute de tout et de rien, on refait le monde, par exemple. Ça peut être un truc tout bête comme ça. Et même, on refait le monde et on refait notre couple. Ah, si on avait eu ça, t'imagines, si on avait pu être millionnaire, qu'est-ce qu'on aurait fait, etc. Donc ça fait que tout le monde se projette. Et c'est aussi des petits trucs, hein, mais c'est rien du tout. Mais, on a Louis qui nous dit de l'acrobranche. Par exemple, alors, exactement, en fait, le truc, c'est de se redécouvrir dans des situations qui ne sont pas habituelles. Et c'est sortir, en fait, hein, quelque part. Hein. C'est faire vivre le couple en dehors du foyer, qui a tendance plutôt à scléroser le couple parce que on se voit tout le temps. Et ce que je disais tout à l'heure, le cerveau, il adore la surprise, il adore être étonné, il adore être séduit. Et donc, quand on lui donne tout ça, il est aux anges et le couple fonctionne à merveille. Et en fait, les couples qui marchent, il faut regarder, en général, ils fonctionnent. D'accord. Merci Christophe pour tous tes conseils. On va faire une dernière question. Alors. Intéressant, on n'a pas abordé ce sujet-là encore. Comment faire face au silence de mon partenaire après une dispute? Alors déjà, en général, la dispute, le mieux, hein, c'est d'essayer de l'apaiser pendant la dispute. Alors le silence, c'est pas forcément... Alors c'est mon partenaire, donc j'imagine que c'est un homme et c'est normal qu'il se mette en silence. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ne réagissent pas pareil face à des problématiques. En général, l'homme, lui, va s'isoler pour aller réfléchir dans sa tête, tout seul dans son coin, sans avoir l'aide de personne, et il va s'isoler normalement. Enfin, c'est son mode de fonctionnement. Enfin, c'est le mode de fonctionnement assez classique du masculin. La femme, au contraire, c'est tout l'inverse. Elle a besoin de compréhension, elle cherche à savoir. Et surtout d'être rassurée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui a explosé quelque part. Hein, il y a eu la dispute. Ce qui lui importe, c'est d'être rassurée. Et donc, finalement, elle attend, elle, de l'attention.
Christophe, ça a coupé. Ah non, hein. Oui, c'est bon. Ça y est, bon. Non, c'est bon là. Tu m'as? Oui, je t'entends, oui, oui. Ah, ok, je suis désolé. En fait, j'ai eu un appel en même temps et Ah d'accord, j'ai ok. le temps que je le Ah, ça supprime. m'a rassurée, je me suis dit, ça Je suis bug désolé. même sans la vidéo. Alors là, non, tu m'as rassurée finalement. Et donc les hommes, donc je vais continuer, donc les hommes, eux, étaient plutôt focalisés sur l'isolement et sur le silence. Et donc quelque part, je dirais qu'il faut les laisser faire, il faut leur laisser le temps de digérer la dispute, de se faire leur propre état d'esprit et leur propre compréhension du problème, et le laisser sortir tout seul de son silence. Et au moment où il va sortir de son silence, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à reprendre la discussion et à et éventuellement, alors il ne faut pas repartir tout de suite sur le sujet de la dispute, sinon ça va recommencer, mais en tout cas, essayer d'exprimer soi-même ce qu'on a ressenti au moment de la dispute, et en tout cas, ce que l'élément de la dispute nous fait ressentir. Je vais prendre un exemple peut-être tout bête, je ne sais pas, moi, on va parler des tâches ménagères. La personne, il y a un des deux du couple qui trouve que l'autre en fait pas assez ou qu'on fait jamais. Une dispute éclate, ouais j'en ai marre, je passe mon temps à faire ça, toi tu rentres avec tes chaussures sales et puis t'en mets partout, tu viens de laver, Ouais. voilà. Un truc tout bête qui doit arriver assez fréquemment. Et donc, grosse dispute, c'est les paroles volent dans tous les sens. Le mari va s'isoler, la femme va s'erpiller parce qu'elle ne supporte pas que sa maison soit sale. Donc chacun en fait est dans son petit coin en train de ruminer. La femme, elle aimerait bien justement que son mari revienne et puis la prenne dans ses bras pour lui dire bon, je suis désolé, je vais faire quelque chose, mais malheureusement il va pas venir tout de suite. Et puis la femme, elle aimerait bien que oui, il arrive, mais et le mari, lui, veut être tranquille pour dire ouais, ça y est, là, elle m'a saoulé, et il va réfléchir dans son coin à ce qu'elle lui a dit quelque part, ouais, tu fais jamais rien, etc. Puis là, il est en train de réfléchir. Ouais, si, quand même, je fais des trucs, bon, peut-être pas assez, ok, bon. Et il va sortir à un moment donné. Et c'est là que ce qui est important, c'est que chacun reprenne le fil du combat, en fait, quelque part, en disant, bah voilà, moi, je t'ai demandé ça pour une raison très simple, c'est que je m'épuise à la tâche. J'ai l'impression de me vider complètement parce que moi, ça me fatigue de faire le ménage. Hein, c'est pas quelque chose que j'aime faire, hein, mais il faut le faire. Et donc, j'aimerais je te demande pas de tout faire, j'aimerais que tu m'aides de temps à autre. Alors, si par exemple il y avait une ou deux pièces que tu aimerais t'occuper, etc., etc. Alors il y a aussi un truc moi, que j'entends souvent, c'est que les femmes, elles sont souvent un peu plus strictes que les hommes sur le nettoyage. Et il y a un truc qui me fait souvent rire, c'est que souvent les femmes vont dire à leur homme je sais pas, de nettoyer par terre. Et puis elles vont trouver quelque chose à redire. Ah ouais, mais t'as fait ça comme ça? Non, moi je. Ce sera jamais fait comme nous on veut de toute manière, je pense. Exactement. Mais quand on veut le partage des tâches, il faut justement aussi du côté de la femme se dire, ok, il a peut-être pas fait comme je veux, mais il a essayé de le faire. Et puis peut-être que je vais réussir à le faire changer petit à petit. Et puis etc. Mais faut surtout pas le décourager. Il faut lâcher prise un peu dans ce moment-là. Mesdames, exactement. Déjà, il en fait un petit peu, c'est déjà bien. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est important. Et donc revenir un petit peu sur l'objet de la dispute, avec donc son ressenti. Et l'homme aussi, lui, doit arriver avec l'état d'esprit. En tout cas, il va falloir l'amener dans cet état d'esprit en lui disant, tu comprends. Aujourd'hui, tu es arrivé, ça c'est un peu, on s'est disputé, j'avoue, j'ai marché un peu partout avec mes chaussures sales, tu venais de nettoyer, je suis vraiment désolé si tu t'as refait en plus, t'as nettoyé juste derrière moi pendant que j'étais parti bouder. Et donc il va falloir qu'ils se mettent aussi dans un état de compréhension. Et c'est compliqué, hein, parce que ça veut dire chacun doit se remettre un peu en question. Comme tu me disais, finalement, on part toujours du jeu. On ne dit pas tu as fait ci, tu as fait ça. C'est comment moi je me sens. Ça, c'est ultra important. Mais d'ailleurs, c'est souvent comme ça que les disputes démarrent. C'est-à-dire que ouais, tu m'énerves, j'en ai marre, tu fais jamais rien. Tu passes ton temps sur ton ordi, ou tu ne fais que regarder la télé, ou tu es toujours avec tes copains. En fait, on est dans l'accusation. Mais plus parler de ses besoins. J'aimerais passer plus de temps avec toi. Alors que exactement. Moi, je me sens seul quand tu es dehors avec tes amis.
Enfin voilà, ça me rend triste. Ça me rend triste. Enfin voilà, où j'angoisse, où je me sens pas bien, hier je me suis fait engueuler par mon patron. J'étais vraiment déprimé. Voilà, enfin malheureusement c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à faire, ça, à parler avec ses sentiments. D'ailleurs, on les cache en général. On a un peu honte de ses sentiments, malheureusement. Bah, c'est toujours une part de vulnérabilité de montrer ses sentiments. Oui, mais quand on est en couple, on se montre nu, on se montre à nu. Donc on peut se montrer aussi à nu, je dirais, mentalement. Ouais, mais c'est peut-être plus facile pour certains d'être nus que d'être à nu. Ah, ça c'est certain. Ça c'est certain, surtout pour les hommes. Je crois que pour eux c'est évident. En tout cas, merci Christophe d'avoir répondu à toutes ces questions, aux miennes et aux celles des utilisateurs. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce live en cette semaine de la santé mentale. Merci beaucoup. Je sais pas. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter aussi sur cette semaine de la santé mentale, rappeler des petites infos ou quelque chose qui est important pour toi, un message à faire passer. Alors, je vais juste vous donner un tout petit truc. Si des fois, il y avait de nouveau une pandémie, ou en tout cas, si on était de nouveau confiné, je vous recommande d'aller sur mon site pour vous inscrire à une newsletter. Ça vous permettra de recevoir un petit fascicule qui vous présentera toutes les positions du Kama Sutra, et ça vous permettra justement de ne pas être dans les 80% de gens qui ont moins fait l'amour pendant le prochain confinement. Merci, voilà. Merci Christophe pour tes conseils et recommandations. Je te remercie encore pour ce live et je vais te demander de le quitter avec la petite croix qui est au-dessus de toi. Merci beaucoup. Pas de souci et à bientôt sur psychologue.net. Merci Christophe, belle soirée à toi. Merci. Merci à tous pour votre présence et bien évidemment merci à Christophe Niot pour nous avoir présenté ce live sous cohabiter avec son partenaire en temps de pandémie. Merci à lui d'avoir bien voulu faire ce live. Je vous rappelle à tous que si vous avez aimé Christophe, il y a le petit lien juste en dessous. Ça mène à sa fiche psychologue.net, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les lives d'aujourd'hui, sur les lives à venir, toutes questions que vous puissiez avoir finalement, n'hésitez pas, je suis là, je suis dans le message privé et je vous réponds. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve tout à l'heure pour encore un autre live sur l'amour et la vie de couple. Donc ne ratez pas ça, on se retrouve dans 2 heures, il me semble, dans 2 heures, 21h. Belle soirée à tous, on se retrouve tout à l'heure. Merci.